Aujourd'hui, on va parler hygiène, alors préparez-vous car ça va pas décaper. Il existe un monde surprenant, un monde vivant dont les paysages et les reliefs dépassent l'imagination, un monde peuplé de milliards de créatures étranges, des êtres qui, comme tous les êtres vivants, passent leur temps à chercher de la nourriture pour se maintenir en vie et à tenter de se reproduire pour perpétuer leur espèce. C'est tout un écosystème qui vit, qui se développe, qui prospère. Mieux encore, c'est un écosystème qui vit en symbiose avec son environnement et qui, par sa présence et ses activités, le protège et l'entretient. Seulement voilà, dans ce monde merveilleux, chaque jour ou presque, une terrible catastrophe se produit. Un immense raz-de-marée chimique vient décimer la population, abîmer les paysages et fragiliser les sols. Et chaque jour, cet écosystème doit se battre pour, peu à peu, reconstruire un monde harmonieux et florissant. Ce monde aussi étrange qu'incroyable, c'est votre peau. Les milliards de créatures qui y vivent et la protègent, c'est votre microbiote cutané. Et bien sûr, vous l'aurez compris, ce raz-de-marée destructeur quotidien, c'est la douche que vous prenez chaque jour avec vos savons et vos gels douche. Bon, évidemment, je force un peu le trait. Heureusement, votre peau est plus résistante que ça. En réalité, votre peau est un organe remarquablement bien conçu. Elle sait se défendre, se réparer et retrouver son équilibre après une agression. Le microbiote cutané, lui aussi, est capable de se reconstituer. Après une douche, après un lavage, après l'utilisation de produits, il revient, il se réorganise, il reprend sa place. Sur certains centimètres carrés de votre peau, il peut y avoir jusqu'à plusieurs millions de bactéries et, pour la plupart, elles sont de votre côté. Ce sont vos alliés. Mais voilà le point intéressant, ce n'est pas une catastrophe ponctuelle qui pose problème, c'est la répétition, c'est l'accumulation, c'est le fait de perturber encore et encore un équilibre qui, à l'origine, fonctionne très bien tout seul. Et à force de vouloir être parfaitement propre, on finit parfois par fragiliser ce qui nous protège. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu mélangé deux choses, se laver et désinfecter. Se laver à la base, c'est simple, c'est enlever la saleté visible, la sueur, les odeurs, c'est accompagner le corps, pas le combattre. Désinfecter, en revanche, c'est autre chose, c'est éliminer un maximum de micro-organismes. Mais ça, c'est ce qu'on doit faire dans un bloc opératoire, pas sous la douche. Et pourtant, sans forcément s'en rendre compte, on traite souvent notre peau comme on traite un plan de travail ou un carrelage de cuisine. On frotte, on décape avec des produits, on rince à l'eau chaude et on recommence, tous les jours. Comme si l'objectif, c'était d'avoir une surface parfaitement propre, presque stérile. Sauf que notre peau n'est pas une surface inerte, c'est un écosystème vivant. Et en cherchant à le nettoyer comme un objet, on oublie qu'elle fonctionne comme un milieu naturel. Si on regarde notre rapport à l'hygiène corporelle à travers le temps, on réalise une chose assez étonnante. Nous n'avons jamais autant parlé de propreté qu'aujourd'hui, et pourtant, nous ne l'avons jamais autant compliqué. Pendant longtemps, les odeurs corporelles ont été aussi des marqueurs sociaux. Sentir la sueur, le travail, les animaux, c'était être associé aux tâches pénibles, à la terre, aux classes populaires. À l'inverse, maîtriser son odeur grâce au bain, aux parfums, aux onguents, devenait une manière d'envoyer un signal, celui d'un certain statut, d'un certain mode de vie. Sentir bon, ce n'était pas seulement une question d'hygiène, c'était une question d'image. Et puis, il y avait aussi, et il y a toujours, une logique de séduction. Si on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, on ne séduit pas non plus en sentant le fauve. Mais avant d'en arriver là, revenons en arrière.
très loin en arrière, bien avant les salles de bain, les savons et avant même l'idée de propreté telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Les chasseurs-cueilleurs paléolithiques ne disposaient évidemment ni de savon, ni de gel douche et encore moins de salle de bain. Et pourtant, ils ne vivaient pas sales. Leur hygiène était simplement naturelle. Elle reposait sur le contact permanent avec les éléments, la pluie, les rivières, la transpiration liée à l'effort, le vent, le soleil, le frottement de l'herbe, du sable, des peaux animales, bref, tout cela participait déjà à nettoyer le corps, sans produit, sans protocole et sans obsession. Ils utilisaient parfois de la cendre, légèrement alcaline, ou des plantes riches en saponine, ces molécules naturelles qui moussent au contact de l'eau. Mais surtout, ils ne cherchaient pas à éliminer toute vie, ils vivaient avec. Et ce qui est fascinant, c'est que cette logique existe encore aujourd'hui. Chez les Hadza de Tanzanie, l'un des derniers groupes de chasseurs-cueilleurs au monde, on se lave principalement à l'eau, sans savon. Les bains se font dans les points d'eau disponibles, les rivières, les trous d'eau saisonniers, souvent après une activité physique ou lorsqu'il fait chaud. Il n'y a pas vraiment de rituel rigide, il n'y a pas d'horaire fixe et pas d'injonction sociale à se laver tous les jours. On se lave quand c'est utile, quand le corps le demande. Chez un autre peuple de chasseurs-cueilleurs contemporains, les San, les pratiques sont encore différentes. Eux vivent principalement dans le désert du Kalahari où l'eau peut être rare. C'est pourquoi, pour la toilette, on utilise parfois de la cendre, notamment pour les zones odorantes. La cendre a plusieurs propriétés intéressantes. Elle est légèrement alcaline, elle absorbe l'humidité et elle limite la prolifération de certaines bactéries responsables des odeurs. C'est à la fois un nettoyant et un déodorant naturel. En Amazonie, dans certaines populations vivant en forêt tropicale, on trouve encore d'autres méthodes. Des feuilles rugueuses sont utilisées pour frotter la peau, un peu comme un gant naturel. Certaines planches, riches en saponine, peuvent aussi être utilisées ponctuellement pour nettoyer le corps ou les cheveux. On utilise aussi parfois des résines végétales aux propriétés légèrement antiseptiques ou parfumantes. Mais là encore, tout reste simple, local et adapté à l'environnement. Ce qui relie toutes ces pratiques, ce n'est pas leur forme, c'est leur logique. On se lave quand c'est nécessaire avec ce que l'environnement offre, sans chercher à effacer toute trace de soi, et en faisant cela, on ne maltraite pas sa peau par une exposition répétée à des produits chimiques. D'ailleurs, les scientifiques commencent à s'intéresser sérieusement à ces modes de lavage traditionnels et à leur impact sur la peau. Plusieurs études menées sur des populations vivant encore avec très peu d'exposition aux produits modernes permettent d'avoir un aperçu de ce que pourrait être un microbiote peu perturbé. Par exemple, une étude publiée en 2015 dans Cell sur des populations amazoniennes isolées a montré une diversité bactérienne nettement plus élevée que chez les populations occidentales. Cette richesse microbienne semble être liée à un mode de vie sans produits industriels et à un contact constant avec l'environnement naturel. Dans le même sens, en 2009, les chercheurs Blazer et Falco ont proposé que notre mode de vie moderne, hygiène excessive, produits antibactériens, environnement aseptisé, contribue progressivement à appauvrir ce microbiote ancestral. Et ce n'est pas seulement la douche qui est en cause, c'est l'ensemble de notre mode de vie moderne, plus propre, plus aseptisé, mais aussi plus éloigné de notre environnement naturel, qui semble progressivement appauvrir notre microbiote. Or, cet appauvrissement pourrait être associé à une augmentation de certaines maladies modernes, comme les allergies, qu'elles soient respiratoires, alimentaires ou cutanées, ainsi que certaines maladies inflammatoires en lien avec un système immunitaire moins bien régulé. Mais retournons dans le passé. On était en train de faire l'historique. Reprenons. Durant l'Antiquité, chez les Grecs, l'hygiène corporelle occupe déjà une place importante. On se lave à l'eau, souvent dans des bassins ou des bains domestiques. Après l'effort, notamment dans les gymnases, le corps est enduit d'huile puis raclé avec une strigile pour enlever la sueur et les impuretés. Le bain existe, mais il reste simple, fonctionnel. Prendre soin de son corps, c'est aussi répondre à un idéal d'équilibre et d'harmonie. Chez les Romains, le bain devient un véritable art de vivre, mais surtout un moment central de la journée. Les thermes ne sont pas juste des lieux pour se laver, ce sont de véritables lieux de vie. On s'y retrouve, on discute, on fait du sport, on se détend, on échange des nouvelles, on négocie des affaires.
C'est un peu à la fois une salle de sport, un spa, un café et un centre social. Et ces lieux sont immenses. Certains complexes, comme les thermes de Caracalla à Rome, pouvaient accueillir plusieurs milliers de personnes chaque jour. On y trouvait des bains froids, frigidarium, des bains tièdes, les tepidarium, et des bains chauds, caldarium. Mais aussi des salles de repos, des bibliothèques, des jardins, bref, on ne venait pas juste se laver, on venait passer du temps. Mais là encore, on est très loin de notre vision moderne de l'hygiène. Les Romains n'utilisent pas de savon comme nous. À la place, ils s'enduisent le corps d'huile, souvent d'huile d'olive. Et cette huile a plusieurs fonctions. Elle capte la saleté, elle piège la poussière et la sueur, elle assouplit la peau. Puis, avec eux aussi une strigile, ils viennent racler cette huile emportant avec elle les impuretés. Un mélange d'huile, de sueur et de saleté qu'on appelle parfois gloios et qui, selon certaines sources, pouvait même être récupéré et réutilisé dans des préparations cosmétiques. Oui, je sais, dit comme ça, c'est pas super. Bref, ce qui est intéressant, c'est que ce système nettoie efficacement le corps sans chercher à éliminer toute bactérie. D'abord parce qu'on ne savait pas que ça existait, mais surtout, on enlève ce qui est en trop. On régule, mais on ne cherche pas à rendre la peau stérile. Il y a un autre point important, les bains romains sont publics. On se lave ensemble, ce qui veut dire que la propreté n'est pas seulement une affaire individuelle, c'est une pratique sociale, culturelle. On partage l'espace, les conversations et même parfois l'eau. Ce qui d'ailleurs ferait frémir aujourd'hui plus d'un amateur de gel hydroalcoolique. Et malgré cela, les Romains accordaient une grande importance à l'hygiène. Les aqueducs alimentaient les villes en eau en quantité impressionnante. Certaines cités disposaient de systèmes d'égouts avancés. D'ailleurs, la ville de Rome comptait plusieurs centaines de bains publics à son apogée. Plus tard, au Moyen Âge, et contrairement à ce qu'on imagine souvent, les gens ne vivaient pas dans la crasse permanente. On se lave, mais autrement. Le rapport à l'eau devient plus méfiant. Certaines théories médicales de l'époque suggèrent que l'eau chaude ouvre les pores et permet aux maladies d'entrer dans le corps. Dans un monde où l'on ne comprend pas encore les microbes, ce qu'on ne voit pas devient inquiétant. Les grandes épidémies comme la peste renforcent cette peur de l'invisible. Et peu à peu, les bains publics très présents à la fin de l'Antiquité disparaissent progressivement dans de nombreuses villes européennes. On les accuse parfois d'être des lieux de débauche, mais aussi de favoriser la transmission des maladies. S'ajoute à cela une influence religieuse plus marquée. Le corps devient un sujet sensible. La nudité est associée à la pudeur, voire au péché. Se laver, oui, mais sans excès et sans exposition. À l'époque, on se lavait quand même habillé. Résultat, l'hygiène ne disparaît pas, mais elle change de forme. On privilégie le changement de vêtements, le nettoyage partiel du corps, les linges humides et les parfums et les herbes aromatiques. D'ailleurs, dans certaines villes médiévales, il existait encore des bains publics, mais leur fréquentation décline fortement à partir du XIVe siècle. L'hygiène devient plus prudente, moins régulière, moins collective. On ne cherche plus à se laver pour le plaisir ou la détente, mais plutôt pour éviter les risques. Et surtout, on commence à se méfier du corps ouvert sur l'extérieur. Une idée qui, d'une certaine manière, va préparer le terrain à notre obsession moderne de la propreté. À la Renaissance, on bascule dans un paradoxe. Les élites veulent être propres, mais sans eau. Le bain complet est de moins en moins pratiqué, notamment dans les milieux aristocratiques. On craint toujours l'eau, perçue comme un vecteur potentiel de maladie. Alors on développe d'autres stratégies. On change de vêtements, parfois plusieurs fois par jour. Le linge, notamment le lin, est censé absorber les impuretés du corps. On se nettoie de manière partielle, avec des linges humides et surtout, on masque les odeurs. Les parfums prennent une place centrale. On utilise des huiles parfumées, des poudres et des sachets d'herbes aromatiques. D'ailleurs, à la cour de France, certains accessoires comme les pommes d'ambre, de petites boules parfumées, étaient portés sur soi pour masquer les mauvaises odeurs. Mais cette recherche de propreté devient parfois extrême. Pour afficher un teint pâle, signe de noblesse car il indique qu'on ne travaille pas au soleil, on utilise des produits toxiques comme le plomb, le mercure ou l'arsenic parfois qui sont contenus dans les poudres. Ces substances donnent un teint blanc mais détruisent progressivement la peau. Irritation, lésions, intoxication et parfois même la mort. On cherche à paraître sain en utilisant des produits
qui rendent malade. Et là encore, on ne cherche pas à nettoyer le corps en profondeur, on cherche à contrôler son apparence, son odeur, son image. La propreté devient un signe social, un marqueur de statut, mais elle s'éloigne de plus en plus du fonctionnement réel du corps. Et puis arrive le grand tournant, le 19e siècle. On découvre les microbes, pas les odeurs, pas la saleté visible, non, ce qui rend malade, ce sont des êtres invisibles. Des scientifiques comme Louis Pasteur ou Robert Koch ont complètement bouleversé notre compréhension du monde. Pasteur démontre que des micro-organismes sont responsables de la fermentation, mais aussi de certaines maladies. Koch, lui, identifie les bactéries précises responsables de maladies comme la tuberculose ou le choléra. Pour la première fois dans l'histoire, on peut relier une maladie à un agent invisible. Et là, tout change, parce que soudain, le danger n'est plus seulement ce que l'on voit, le danger est partout, sur les mains, sur les objets, dans l'air, sur la peau. Il faut quand même imaginer qu'avant ces découvertes, dans les hôpitaux, il n'était pas rare que les instruments chirurgicaux soient simplement essuyés entre deux interventions et réutilisés d'un patient à l'autre, pas stérilisés, pas désinfectés, juste nettoyés en apparence. Puis arrive le chirurgien britannique Joseph Lister, inspiré par les travaux de Pasteur, et lui commence à utiliser de l'acide phénique pour désinfecter les plaies et les instruments. Il va même jusqu'à pulvériser des solutions antiseptiques dans les blocs opératoires. Et les résultats sont spectaculaires. Avant cela, une simple opération pouvait facilement entraîner une infection mortelle. Après, les taux de mortalité chutent. Et là, c'est une révolution. On nettoie, on désinfecte, on stérilise. Et cette logique ne reste pas à l'hôpital, elle s'étend à toute la société. On commence à nettoyer les villes, à traiter l'eau, à développer les égouts. L'hygiène devient une priorité publique. Mais concrètement, comment les gens se lavaient-ils à cette époque ? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, au 19e siècle, l'eau courante n'existe pas encore dans la plupart des foyers. Pas de douche, pas de robinet, l'eau doit être transportée à la main depuis un puits, une fontaine ou une rivière. Et ça change tout. Se laver complètement, ça demande du temps, de l'effort, de l'organisation. Alors, on ne se lave pas comme aujourd'hui. La toilette est souvent partielle. On se lave le visage, les mains, le cou, parfois les aisselles avec une bassine d'eau, un linge et un peu de savon quand on en a. Le bain complet, lui, est beaucoup plus rare. Il est parfois pris dans une cuve ou une baignoire portative, souvent dans la cuisine près du feu. Et il y a un détail assez surprenant, dans certaines familles, on utilisait la même eau pour plusieurs personnes. On commençait par le père, puis la mère, puis les enfants, et le bébé en dernier. Au fil des passages, l'eau devenait de plus en plus trouble, de plus en plus sombre, à tel point que, selon l'expression anglaise, née de cette époque, « Don't throw the baby out with the bathwater ». Autrement dit, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Oui, c'est de là que vient cette expression. Une façon imagée de rappeler qu'à force de vouloir se débarrasser de ce qui est sale, on risque aussi de perdre ce qui est essentiel. Mais attention, moins de bain ne veut pas dire absence d'hygiène. Le linge joue un rôle essentiel. On change de chemise, on change de sous-vêtements, parce qu'on considère que ce sont les vêtements qui absorbent la sueur et les impuretés. En quelque sorte, on nettoie le corps en changeant la couche extérieure. Et puis, il y a les croyances. Certaines idées peuvent nous sembler étranges aujourd'hui. Par exemple, à l'époque, on pense encore dans certains milieux que l'eau, surtout chaude, peut affaiblir le corps, qu'elle ouvre les pores et laisse entrer les maladies. On se méfie donc des bains trop fréquents. On préfère une hygiène modérée, contrôlée. Et c'est là que se trouve quelque chose d'intéressant, parce que au moment même où la science découvre les microbes, les pratiques quotidiennes restent encore assez simples. On n'est pas encore dans l'hygiène agressive, pas encore dans la désinfection permanente. Mais ça va pas durer. Avec l'arrivée progressive de l'eau courante, des salles de bain modernes et surtout des produits industriels, notre manière de nous laver va complètement changer. Et, petit à petit, on glisse. On ne cherche plus seulement à éliminer ce qui est dangereux, mais à éliminer tout ce qui est vivant. Savons industriels, produits antibactériens, désinfection permanente. Et aujourd'hui, on en arrive à une situation assez paradoxale. On n'a jamais été aussi propre, mais aussi, on n'a jamais été aussi sensible, irrité et dépendant aux produits. Et comme d'habitude, dans la philosophie néo-chasseur-cueilleur, on va essayer de faire le tri, de rééquilibrer
de conserver ce qui fonctionne et de réduire ce qui ne nous rend pas service. Voici donc 3 principes simples à appliquer dès maintenant pour mieux respecter votre peau sous la douche. Premier point, la fréquence. Se laver tous les jours n'est pas un problème, c'est même plutôt bien, à condition de ne pas se savonner intégralement chaque jour. La douche quotidienne est une habitude culturelle et une norme sociale. On estime qu'environ 70% des Français prennent une douche chaque jour. Et je sais qu'en disant ça, vous jugez intérieurement les 30% restants. Mais en réalité, même les dermatologues le disent, une douche tous les 2 jours peut très bien suffire. Évidemment, ça dépend du contexte, il faut adapter au cas par cas. Mais rappelez-vous seulement que la peau fait déjà naturellement le travail. Donc, il suffit de la rincer avec un peu d'eau pour se débarrasser de la sueur. Deuxième point, l'intensité. Réduisez l'agressivité des lavages. Tout le corps n'a pas besoin de savon à chaque douche. Réservez donc l'utilisation d'un savon pour les zones essentielles comme les aisselles, les mains, les pieds, les parties génitales et un peu derrière les oreilles aussi. Bref, en gros, un peu partout où il y a des plis. Le reste peut très bien se contenter d'un rinçage à l'eau claire. Enfin, troisième point, les produits. Aujourd'hui, tous les produits lavants ne se valent pas. Et pour comprendre pourquoi, il faut que je vous parle d'un élément clé, le pH. La peau humaine est légèrement acide, autour de 5,5. Elle est recouverte d'une petite pellicule protectrice qu'on appelle le film hydrolipidique. C'est une fine couche qui protège la peau, limite la déshydratation et empêche les bactéries pathogènes de s'installer. Le problème, c'est que beaucoup de savons classiques sont alcalins. Leur pH est souvent autour de 9 ou 10. Résultat, ils nettoient, mais ils déséquilibrent la peau. Ils enlèvent trop de lipides, perturbent le microbiote et augmentent la perte en eau. Une étude a d'ailleurs montré qu'un savon classique pouvait augmenter la perte en eau de la peau de près de 40%. C'est pourquoi il existe des SINDET, des savons sans savon, qui ont un pH plus proche de celui de la peau. Ils sont généralement plus doux et moins agressifs, et donc mieux tolérés au quotidien. Même chose pour les gels douche. Certains sont très bien formulés, d'autres sont de véritables cocktails chimiques. Il faut donc apprendre à lire les étiquettes, comme pour la nourriture, et surveiller par exemple la présence de tensioactifs trop agressifs, comme le SLS. Vérifiez aussi la présence de parfums en trop grande quantité, ou même de certains conservateurs au nom impossible à dire, potentiellement irritants comme les isothiazolinones et ses dérivés. Vous verrez des noms comme méthylisothiazolinone. Le plus souvent, ils sont abrégés en MIT ou MCIT. Et puis, il y a aussi d'autres conservateurs qui libèrent du formaldéhyde. Bref, c'est que des noms à coucher dehors, et d'ailleurs, il vaut mieux les laisser dehors. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès inverse. Tous les produits dits naturels ne sont pas forcément doux, et tous les produits chimiques ne sont pas forcément mauvais. Le principe à retenir est simple, choisissez un produit qui nettoie sans décaper, qui respecte le pH de la peau et son équilibre naturel. En résumé, se laver est essentiel, mais se laver contre son corps ne l'est pas. L'objectif, ce n'est pas d'être stérile, l'objectif, c'est d'être en équilibre. Dans les prochains épisodes consacrés à l'hygiène corporelle, on abordera bien d'autres sujets ensemble. On parlera par exemple des antitranspirants, qui ne font pas que masquer les odeurs, mais qui bloquent aussi un mécanisme naturel du corps. On parlera du brossage des dents, où bien faire n'est pas toujours bien faire, comme par exemple se rincer la bouche après le brossage, si. On parlera de la fréquence de lavage des cheveux, qui, chez beaucoup de personnes, entretient le problème qu'elles cherchent justement à résoudre. Sans oublier la propreté de nos mains, un geste simple, essentiel, mais dont l'excès peut aussi avoir des effets inattendus. Donc si cet épisode vous a plu, et si ces futurs sujets vous intéressent, surtout pensez à vous abonner. Ça prend vraiment quelques secondes, et comme ça vous êtes sûr de ne rien rater. Chers Homo sapiens, merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, je vous mets toutes les références scientifiques dans la description. Rendez-vous dans 7 jours, après le coucher du soleil, pour une autre discussion dans le cercle du feu de camp. Au revoir et à bientôt.